Amis de Beffrovision, bonjour. La semaine dernière, j'ai évoqué les combats de Catillon. Aujourd'hui, après la suite des combats, je laisserai la parole aux Catillonnais présents sur les lieux, puis nous verrons qui étaient ces courageux militaires qui ont combattu à Catillon. Divers relevés donnent entre 70 et 80 tués à Catillon. J'ai relevé une liste non exhaustive de 61 militaires tués lors de ces combats, dont 15 du 28e régiment de tirailleurs tunisiens et 35 du 95e régiment d'infanterie, les autres venant de différents régiments. Ironie du sort, après la prise de l'arme de Guise, une escadrille de Stiuka, qui ignorait ce fait, entreprend de bombarder la localité, causant de nouvelles pertes aux SS installés dans les ruines. Pour leur première journée de guerre, les SS de la Totenkopf n'ont pas été déçus. Le lendemain des combats, le maire, M. Leblond, réquisitionne des Catillonnais pour ramasser les corps de ces braves et leur donner une sépulture provisoire. Les hommes chargés de cette pénible mission, sous la responsabilité de M. Bayon, coupèrent les plaques, ramassèrent les papiers lorsqu'ils en avaient. Certains ont affirmé, pour avoir participé à ce pénible travail, avoir ramassé plus de 70 corps. On pouvait en dénombrer une cinquantaine devant la maison de M. Gosse. 2 corps furent ramassés devant l'ancienne COP, 4 autres aux environs du canal, près du pont, 12 furent enterrés dans le pré à côté de la passe Cagnon, dite la passe Marouzette. Il y eut également des morts dans la rue Nouvelle et dans la pâture en haut de la rue du Chertan. Plusieurs furent tués et ramassés dans la rivière. Le nombre exact de ces sacrifiés est difficile à dénombrer car les archives de la mairie ne donnent aucune indication. Et l'on ne trouve qu'une seule transcription de décès dans les registres de Catillon. Il s'agit de Marie Carlier, épouse d'Émile Fortet, qui est touchée à mort dans la Grand-Rue par des balles allemandes. Elle décède à 17h40 dans la boulangerie de Mme Casier, également située dans la Grand-Rue. Le ravitaillement de toute cette population de soldats renfermés dans le village doit beaucoup au dévouement et au courage de la boulangère du village, Mme Jeanne Casier, alors âgée d'une trentaine d'années. Le colonel Grelot a mis 2 hommes à son service et, travaillant sans relâche, ils ont, à eux 3, assuré avec leur pain l'essentiel de la nourriture de la garnison et des quelques civils réfugiés. Par ailleurs, elle fut un intermédiaire de confiance entre le commandement militaire du village et les civils restés sur place. Elle s'est notamment portée garante pour M. Henri Petelot, le secrétaire de mairie, qui, soupçonné d'espionnage, avait été arrêté par le sous-lieutenant Marek. Le colonel Grelot, dès sa libération en 1945, en reconnaissance à son magnifique comportement pendant ces journées si difficiles, proposa Jeanne Casier pour la Croix de guerre, qui ne lui fut jamais décernée. Les Catillonnais racontent ce qu'ils ont vu après les combats. En juillet 1940, après sa démobilisation, Gilbert de Grémont-Basquin, qui était lieutenant aérochetier, rentre dans sa propriété de Catillon. Il écrit à ses parents évacués à Montauban. À Catillon, ma propriété a été le siège de violents combats. 3 canons de 75 dans mon jardin et de nombreuses mitrailleuses. C'était le nid de résistance. Et, malheureusement, cela a fait de la casse. Il y a 37 soldats français enterrés dans ma pâture, 12 soldats allemands dans mon jardin, juste en entrant à côté du pin. Delpierre, un voisin, a ramassé lui-même 2 morts dans la cuisine et 1 dans la cave. C'est vraiment affreux. Ma maison est debout. Elle a été copieusement arrosée de balles. Le hall est tout criblé. L'abbé Bourgeois, curé de Catillon, raconte: un groupe de 16 soldats tués sont enterrés à proximité du canal. Ce sont des anciens combattants, en présence de M. Leblond, maire et ancien combattant, qui les ont enterrés. Ils les ont tous mis, chacun, dans une couverture, et dans leurs jambes, ils ont placé une bouteille contenant leur nom et leur matricule. À leur tête, ils ont élevé une croix, portant également leur nom et matricule. Tous avaient des médailles pieuses. On n'y a pas touché. Quant à ce qu'ils portaient sur eux, on a pris soin de tout noter, tout est à la mairie.
Ce groupe de 16 soldats se battait en manches de chemise à cause de la température élevée. Un de leurs lieutenants, M. l'abbé Masson, est fait prisonnier. C'est un vicaire de Saint-Jean-le-Blanc, les Orléans, dans le Loiret. Lors de leur retour d'une brève évacuation, partie le 15 mai et de retour le 25 mai, Thérèse Huygens, qui avait alors 10 ans, s'est trouvée face à un groupe d'Allemands qui occupait sa maison, dite la pêcherie. Ceux-ci étaient en train de manger du cassoulet et lui en proposèrent un peu. Puis, ils dirent que ce n'était pas eux, mais que c'était un éclat d'obus qui avait tué le soldat qui était inhumé dans le jardin. Et que, sous peu, le corps serait transféré dans le cimetière du village, ce qui fut fait quelques jours plus tard. Il s'agit du lieutenant Marcel Fauquet. Thérèse dit que de nombreux corps ont été repêchés dans le canal et dans la rivière, également dans les prés le long du canal et un peu partout dans le village. Tous ces corps couverts d'une simple bâche étaient entassés le long du cimetière en attendant d'être inhumés. De cette vision, elle en a gardé un souvenir atroce qui l'a, selon ses dires, perturbé durant de nombreuses années. Dans les années 47-48, les corps ont été exhumés et transférés soit dans les familles, soit dans la nécropole d'Aubourdin. Dès l'arrivée des Allemands, un camp de prisonniers de guerre est installé dans les prés à côté de la maison tenue par Odette Descossins, juste avant le pont du canal. Tous les soldats récupérés par les Allemands aux environs de Maubeuge et dans la région sont ramenés à ce camp. Bon nombre étaient originaires de la région de Maubeuge, voire de Catillon. Ils avaient été mobilisés pour garder la trop célèbre ligne Maginot. Ils seront parqués quelques jours dans ce camp de transition avant d'être formés en colonne et dirigés en longue marche vers les Stalags en Allemagne, où les attendent pour la plupart 5 longues années de privation et de souffrance. Certains Catillonnais, regroupés dans ce camp, furent dirigés vers l'Allemagne. Abandonnant les leurs, la mort dans l'âme, ils auraient peut-être dû s'évader, mais craignant des représailles vis-à-vis de leur famille, ils n'osèrent pas tenter l'évasion. Tous les Allemands n'étaient pas mauvais. Des anciens de la commune ont raconté avoir connu là un vieux gardien allemand qui facilitait la fuite de nombreux prisonniers, fermant les yeux sur l'activité de certains habitants de la commune, qui leur fournissait des vêtements civils. Et chaque nuit, lorsqu'il était de garde, des prisonniers prenaient la fuite sans être inquiétés. Il en avait tellement qu'il était impossible de les comptabiliser. Ce vieux soldat avait été fait prisonnier en 1914 dans la région et se souvenait avoir été bien traité pendant sa captivité. Une anecdote. L'érection d'un petit oratoire dit de la Vierge Marie, dont voici l'histoire. Le 16 mai 1940 à 15 h, lors du bombardement de Catillon par les Allemands, une bombe tombe dans la cour de Pierre Lemoine, maréchal Ferrand dans la Grand-Rue. Un cultivateur, M. Bock, âgé de 60 ans, et son cheval sont tués. Madame Sophie Lemoine, épouse de M. Lermusio, bien qu'étant dans la cour, n'est que légèrement blessée par un éclat à la main. En remerciement à la Vierge de l'avoir protégée, elle et ses parents, elle fait construire cet oratoire après la guerre. L'oratoire est bâti dans un jardinet, derrière une maison, donc invisible de la rue. Suite à la prise de Catillon, un rapport de M. Henri Sédou, ancien conseiller général, est remis à M. Carles, préfet du Nord, sur la situation des communes du Cambrésis. Concernant Catillon, voici ce qu'il signale. Au 15 juin 1940, la commune de Catillon a une population de 670 habitants sur 1154. Le maire n'a jamais quitté sa commune. En outre, un adjoint et 2 conseillers étaient également présents ce jour. Il y a un secrétaire de mairie, le receveur des postes et le percepteur sont partis en camion, emmenant les archives et espèces. Pour le personnel enseignant, 4 institutrices sur 5 sont restées. Les écoles ne sont pas fermées. Quelques bombes incendiaires ont causé des dégâts dans la commune. Des fermes et des maisons ont été brûlées, le clocher de l'église est endommagé, le pont du canal n'a pas été détruit. Il y aurait eu quelques victimes parmi la population civile. Pour le ravitaillement, jusqu'à maintenant, le blé n'a pas manqué.
Le stock, néanmoins, a fondu très fortement du fait des prélèvements par l'autorité allemande pour la nourriture des prisonniers. Catillon est en effet, depuis 3 semaines, un très gros centre de rassemblement de prisonniers. En ce qui concerne le lait, le fromage, les bêtes à cornes, rien ne manque pour le moment. Mais il y a tendance à voir le tout disparaître très rapidement, du fait des prélèvements de l'armée allemande. Celle-ci a remis en route une laiterie. Elle a commencé à recenser les bêtes à cornes et à ramasser une grosse partie des porcs. Un grand nombre de fermes sont encore à l'abandon. Il y a un boulanger, le blé est moulu au cateau. Le boulanger vend du pain pour son compte. L'eau, comme avant, est consommable dans les puits. Les ressources financières ont obligé la commune à faire un emprunt de 20 000 francs pour payer certains secours aux indigents. L'état sanitaire est bon. Le concours des médecins français chargés des prisonniers est largement assuré. Il y a encore des troupes allemandes en assez grand nombre. Elles sont chargées de la surveillance et de l'organisation du camp de prisonniers. Un mot sur le préfet Carles, de 1936 à 1944. Sous l'occupation, la résistance subit une répression particulièrement féroce dans notre région. L'occupant peut compter sur le zèle du préfet, alors en fonction, Fernand Carles, qui ne fait pas mystère de son anticommunisme et de son enthousiasme envers le régime de Vichy et sa fascination pour l'Allemagne nazie. En mai 1944, Vichy mandate alors la milice française pour maintenir une présence policière française en région. Sentant le vent tourner, le préfet Carles ne va que très peu soutenir la milice. Opportuniste, il finit par apporter son aide, de façade, à la résistance gaulliste. Les quelques actes en faveur de la résistance du préfet Carles ne suffisent pas à le faire se racheter. Il est arrêté en 1945 et se suicide, volontairement ou provoqué, dans sa cellule le 23 avril 1945, juste avant d'être jugé. À noter que, lors du drame du dernier train de l'os, le pasteur Marcel Patch avertit le consul suisse Fred Hubert, qui, le 27 août, rencontre le préfet Carles, qui ne donnera aucune suite pour tenter de sauver les malheureux prisonniers. Cyril Leblond, maire de Catillon de 1935 à 1944, date de son décès, doit faire face à de sérieux problèmes et aux réquisitions. Le ravitaillement s'organise peu à peu. Les cartes de ravitaillement font leur apparition. Puis, c'est le danger des rafles. Les menaces allemandes s'accentuent devant les appels à se rendre en Allemagne pour le travail obligatoire. Les jeunes de 20 ans se cachent, mais le maire doit faire en sorte qu'ils soient ravitaillés en carte d'alimentation, bien que cela soit interdit par les autorités allemandes. M. Paul Sylvain, qui fut longtemps maire de Catillon, racontait avoir été caché avec un ami, le docteur Lauger de Solesmes, derrière les bottes de paille, dans la porcherie de M. Leblond, située dans sa ferme qui se trouvait au bois de l'Abbaye. C'est M. Leblond lui-même qui, le soir, à l'insu de tous, venait les ravitailler. Ils vécurent ainsi plusieurs mois avec la compagnie des cochons. La guerre, les prisonniers, les difficultés du ravitaillement, à chaque jour de nouveaux soucis. Heureusement pour certains jeunes, la générosité de M. Sens, directeur de la laiterie, fait qu'ils peuvent travailler sans être déclarés. Beaucoup sont approvisionnés en beurre et en fromage, malgré la surveillance des Allemands. M. Sens connut bien des difficultés et fut emmené plusieurs fois à la commandature de Cambrai pour aide à la résistance. Il échappa de justesse à la déportation, ce qui ne fut pas le cas de tout le monde. Certains en revinrent, d'autres, hélas, restèrent là-bas. M. Leblond décédera en cours de mandat en 1944. Il avait bien payé de sa personne. C'est Julien Lemaire, adjoint, qui assurera l'intérim jusqu'au 16 décembre 1944. Qui étaient les militaires ayant participé au combat de Catillon? Comme dit précédemment, c'était principalement des gars du 95e régiment d'infanterie motorisé. Je ne vais pas vous énumérer la liste non exhaustive des noms, mais leur appartenance aux divers régiments. 3 militaires du 84e régiment d'infanterie de forteresse, 2 militaires du 131e régiment d'infanterie,
un militaire du 3e régiment de tirailleurs algériens, 14 militaires du 28e régiment de tirailleurs tunisiens, un militaire du 124e régiment d'artillerie lourde motorisée, un militaire du 30e régiment d'artillerie divisionnaire auto, un militaire du 5e train auto et 35 militaires du 95e régiment d'infanterie. Si certains corps ont été rapatriés dans leurs familles, d'autres, et notamment ceux du 28e régiment de tirailleurs tunisiens, ont été transférés dans la nécropole nationale d'Aubourda. À noter que leur adjudant René Bondou, originaire de la Nièvre, ainsi que leur sergent Paul Richard, originaire de Paris dans le 10e, sont inhumés avec leurs hommes dans la même nécropole. Toutes ces photos de militaires et de sépultures ont été récupérées soit dans les familles, soit par le biais de correspondants Internet. Une triste anecdote, Lucienne l'Espagnole Dubois, venue se recueillir sur la tombe de son mari, était hébergée dans la famille Huygens. Ceux-ci ont dû aller la rechercher dans le cimetière, car elle voulait se suicider sur la tombe de son mari, Auguste l'Espagnol. Elle avait tout juste 20 ans et il n'était marié que depuis 1 an. Les militaires faits prisonniers à Catillon. Le colonel Louis Grelot, né en 1890 à Romorantin, Loir-et-Cher, école spéciale de Saint-Cyr en 1909, breveté de l'école supérieure de guerre en 1927, colonel en 1939. Sur sa demande, il est affecté au commandement du 95e régiment d'infanterie. Prisonnier en Allemagne, nommé brigadier général en 1946, il décède le 20 mai 1966, âgé de 76 ans. Le capitaine Gaston Moine, natif de Nogent sur Vernisson, dans le Loiret. Saint-Cyr, capitaine en 1933, chef de bataillon au 95e régiment d'infanterie. Prisonnier à l'Oflag 4D à Elstort, en Saxe, à la limite de la Silésie. Il finira sa carrière en tant que lieutenant-colonel. Le sergent Robert Torrent, né en 1909 à Montbéliard, pupille de la Nation. Sergent en 1940, prisonnier au Stalag 12D à Trèves, d'où il s'évade pour rejoindre la première armée. Lieutenant instructeur à Couët-Quidan, commandant au Tonkin, directeur de l'école du génie en 1959. Lieutenant-colonel en 1971. En retraite en 1971, il commence alors durant 18 ans une carrière de secrétaire général du Tour de France. Par ailleurs, il sera également durant 5 ans directeur du Tour de France féminin, puis commissaire général de Paris-Strasbourg et de Paris-Colmar pendant 30 ans, et il sera partie prenante dans d'innombrables manifestations sportives nationales et internationales, notamment en faveur des enfants handicapés. Soldat Georges Giraud, né en 1914 à Saint-Aignan-sur-Cher, dans le Loir-et-Cher, il s'enfuit du bourbier de Catillon, mais est fait prisonnier à Dèvres et interné au Stalag 8C à Sagan, en Basse-Silésie. Il sera libéré par les Américains le 14 avril 1945. Soldat Vermont Auguste, né en 1918 à Artenay, interné au Stalag 1B à Hohenstein, ex-Prusse orientale. Libéré par les Russes le 25 juillet 1945. Alphonse Laurent, né en 1917 à Vritz-sur-Loire, en Loire-Atlantique. En 1942, prisonnier au Stalag 13C à Hammelburg, en Bavière. Ici, photo prise en 1942 dans le village de Setten, en Bavière, devant la maison de la famille Manzel, où il a été fait prisonnier. L'hébergement la nuit était à Schloss-Banz, le château de Banz, situé à 2,5 km de Stetten. J'ai établi une liste de prisonniers, mais je n'ai mis que ceux dont les familles m'ont fait parvenir des photos. Je vais également vous parler du lieutenant Marcel Fauquet qui a été cité précédemment pour avoir forcé le passage lors d'une marche forcée de 115 km de Leuze à Valenciennes. Marcel Fauquet est né le 22 janvier 1910 à Châtres-sur-Cher, pupille de la Nation. Son père, Gaston, est tué âgé de 35 ans à Douaumont le 28 octobre 1916. Instituteur, il épouse en 1933 l'institutrice Hélène Germain. Ils auront un fils, Jean-Pierre, qui est venu 2 fois à Catillon.
notamment lors de l'inauguration du monument. Comme instituteur, il bénéficie du grade de sous-lieutenant au 95e régiment d'infanterie motorisé et est nommé officier adjoint au chef de bataillon commandant le régiment. Mort pour la France, tué à l'ennemi, mort au champ d'honneur le 18 mai 1940 à 14 h, âgé de 30 ans, à Catillon. Dans son récit, l'adjudant Guy d'Oursenot du 131e régiment d'infanterie, prisonnier de guerre au Stalag 4B à Mühlberg, nous dit « Le 18 mai 1940, à 14 h, au combat de Catillon-sur-Sambre, le lieutenant Fauquet, qui était parti sur la route de la Groise, poser des mines anti-chars, a été blessé à la jambe. 2 soldats volontaires et l'adjudant d'Oursenot ramenaient le blessé en utilisant le fossé de la route, lorsqu'une rafale d'armes automatiques atteignit le lieutenant Fauquet en pleine poitrine. La mort fut instantanée. La précision du tir et les circonstances du combat ont empêché l'adjudant d'Oursenot, à son grand regret, de donner une sépulture au lieutenant Fauquet, qui est resté sur place. Par contre, le rapport des brancardiers indique « blessé aux jambes et tué d'une balle dans la tête au cours de son transport au poste de secours ». Le corps a été laissé au lieu-dit La Pêcherie, inhumé en premier lieu dans le jardin de la famille Huygen, puis réinhumé dans le cimetière communal de Catillon, exhumé et transféré après la guerre dans le caveau familial du cimetière de Châtres-sur-Cher. Sur le document de la Croix-Rouge, il est noté « inhumé dans le jardin de M. de Grémont, situé à la sortie du village, direction le Cateau », ce qui a été contredit par un courrier de l'abbé Bourgeois et confirmé par Thérèse Huygen, citée lors des combats de Catillon. Le récit de son calvaire a été cité dans 4 courriers envoyés à son épouse par le colonel Grelot, le commandant Moine, un inconnu et Jean Joguet, qui accompagnait Marcel Fauquet et qui l'a, à l'aide d'un autre soldat, tiré durant plus de 500 mètres avant de le placer dans le fossé où il trouva la mort lorsque les hommes le relevèrent pour s'enfuir. Le fossé est le ruisseau du Toyon qui conflue avec la Sambre à quelques mètres de la pêcherie. À noter que les courriers exposent en concordance les faits qui ne cadrent pas spécialement avec les affirmations de l'adjudant d'Oursenot, qui apparemment n'était pas partie prenante dans cette affaire. Un proche ami du lieutenant Fauquet, Raymond Hervé, instituteur à Celles-sur-Cher, est blessé le 16 mai 1940 à Maroilles et décède âgé de 25 ans le 17 mai 1940 à Marcoing. Pour la petite histoire, mes recherches ont débuté grâce à Isabelle Barège, petite fille de Marcel Fauquet, qui a contacté la mairie de Catillon, qui m'a refilé le dossier auquel j'ai donné la suite que l'on connaît. Et, pour terminer, quelques photos de l'inauguration de la stèle à la mémoire de ces militaires morts pour la France à Catillon. Au passage, je signale que les conditions climatiques étaient exécrables et que nous avons eu un créneau de 3/4 d'heure sans pluie pour la manifestation extérieure. Je vous laisse découvrir les photos de l'inauguration de la stèle. J'ai pu réaliser mes recherches grâce à la participation, les détails et photos de François Grelot, président de l'amicale du 95e régiment d'infanterie et fils du colonel Grelot, Jean-Claude de Grémont, pour les écrits de son père Gilbert de Grémont-Basquin et un courrier de Madeleine Lévesque, épouse Ouattiot. L'école polytechnique de Palaiseau, dans l'Essonne, pour le dossier du capitaine François Berthollet, tué le 19 mai 1940, âgé de 26 ans. Maurice Blin, fils du sergent Maurice Blin, tué le 19 mai 1940, âgé de 27 ans. Paul Boulan, fils du soldat René Boulan, tué le 19 mai 1940, âgé de 27 ans. Isabelle Barège-Fauquet et son père Jean-Pierre Fauquet, fils et petite-fille du lieutenant Marcel Fauquet, tué le 18 mai 1940, âgé de 30 ans. Marie-Claude Batty pour son oncle Henri Fauré, tué le 19 mai 1940, le long du canal, âgé de 28 ans. Dominique Frein pour son grand-père Eugène Surgé, tué le 19 mai 1940, âgé de 26 ans. Yvette Boileau-Giraud pour son père Georges Giraud, qui s'est enfui de Catillon et a été fait prisonnier à Dèvres le 28 mai 1940. À toutes les autres familles qui ont perdu l'un des leurs à Catillon et qui m'ont fait parvenir leurs documents et photos familiales. Jean-Pierre André Ruetsch et son livre Tempête à l'Est en hommage aux soldats du 95e RI.
Jean-Yves Marie, auteur de nombreux ouvrages sur 39-45, dont le tome 2 Zur Kust, Jusqu'à la mer, 16-21 mai 1940, qui perdent les combats de Castillon. Le magazine 39-45, Grelot contre Totenkopf, numéro 276 de mars 2010. Pour l'inauguration de la stèle, je remercie Sylvie Claire, conseillère régionale, Frédéric Bricou, maire de Caudry, Daniel Campin, président des officiers de réserve du Cambrésis, Christian Cardon, président des médaillés militaires du Cateau, M. Lasson, président du Souvenir français de Caudry, Henri Legrand, président des anciens combattants de Catillon, les porte-drapeaux des communes environnantes, l'Harmonie municipale de Catillon, Jean-Noël Dumont de la Voie du Nord, Brigitte Leduc, première adjointe qui s'est occupée de l'administratif pour la réussite de l'inauguration de la stèle. Et je tiens à remercier plus particulièrement Francis Leblond, maire de Catillon, sans qui il n'aurait pas été possible d'ériger cette stèle à la mémoire des militaires tués sur notre commune. Afin de soulager certaines susceptibilités, l'énumération des responsables communaux alors en exercice était prévue pour une conférence en mai 2020 et annulée pour cause de Covid. Je n'ai donc pas changé le texte. Je vous remercie pour votre écoute et vous souhaite une bonne semaine. Au revoir et à bientôt.